d'être sur des niveaux de crue très élevés, et donc menaçant potentiellement des zones habitées ou des campings qui ont été évacués, notamment à Fréjus. Quels sont les moyens déployés ou prêts à l'être en cas de crue ou d'inondation? Il y a près de 170 pompiers déployés sur le terrain et 3 hélicoptères prêts à intervenir, positionnés à Cannes, à Fréjus et à Marseille. Peut-être quelques conseils pour éviter tout drame dans les heures qui viennent. Ne pas prendre les routes inondées ou fermées et ne pas descendre dans un sous-sol, dans un parking, chercher sa voiture. Il faut rester chez soi et si possible en hauteur. Merci Emmanuel Caron pour avoir répondu à nos questions directes ce soir sur BFM TV. Pour aller un peu plus loin, Virginie Wilson est avec nous au plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors à quoi le Var doit-il s'attendre dans les heures qui viennent? À de fortes pluies qui vont perdurer jusqu'à 4h du matin. Guillaume disait tout à l'heure que c'était moins pire que ce qu'on pensait, mais attention parce que ce n'est pas terminé, ça va même reprendre d'ici quelques heures et donc jusqu'au milieu de la nuit. Alors en ce qui concerne le Var, nous avons une double vigilance, donc pour pluie, inondation, donc de très fortes pluies, des orages qui circulent maintenant depuis ce matin. Alors regardez justement les cumuls, on a relevé jusqu'à 123 mm du côté du Luc. C'est l'équivalent de 3 semaines de précipitation. On a le droit également à 97 mm du côté des Maillons. Alors les orages sont intenses, mais ce qu'on craint finalement, ce sont que ces cellules orageuses fassent du surplace finalement, parce qu'elles sont bloquées dans leur évolution par le massif des morts et il pourrait tomber entre 60 à 80 mm en l'espace de 3 heures et donc faire réagir les cours d'eau. Et c'est pour cette raison également que le Var a été placé en vigilance crue. Alors on parlait de l'Argence effectivement. Pour compléter ce qui a été dit, le pic de crue est attendu demain à 10h. C'est-à-dire que l'épisode va terminer à 4h, mais l'eau va continuer de monter jusqu'à 10h du matin, donc soyez très prudents dans le secteur. L'Argence qui a pris 3 mètres maintenant depuis ce matin. Ça c'est pour le Var. 3 autres départements ont aussi été placés sous vigilance. Exactement. Alors le Gard, la Lozère et les Bouches-du-Rhône qui ont été rajoutés tout à l'heure parce qu'on a en fait des orages très violents qui circulent dans la zone depuis maintenant plusieurs heures avec de la grêle, du vent fort. On a enregistré une rafale du côté de Marseille à 85 km/h. Ça pourrait forcir dans les prochaines heures. Sur le Gard, il va encore pleuvoir. De forts orages sont attendus, au moins jusqu'à 22-23 heures. Et après, on attend une accalmie sur ces 3 départements. Merci Virginie. Dans le reste de l'actualité ce soir, des vérités, celles de Ségolène Royal. Dans un livre, l'ex-ministre évoque la violence du monde politique pour les femmes. Elle règle aussi ses comptes avec François Hollande et avec son successeur, Anne-Solène Panel. C'est un réquisitoire contre le monde politique machiste. Dans ce que je peux enfin vous dire, Ségolène Royal revient sur les innombrables remarques sexistes reçues au cours de sa carrière politique. L'une des premières fois que je suis montée à la tribune de l'Assemblée nationale pour m'exprimer, j'ai effectivement entendu, comme tous les députés présents, l'un de nos crier à poil. Le plus dur, je pense, c'est d'être mis en cause dans son intelligence, d'être traité de folle. C'est très très fréquent d'être traité de folle, de quelqu'un d'incontrôlable, d'un qui va faire ses nerfs, c'est la règle du jeu des adversaires politiques où on prend des coups, on le sait. Mais de son propre camp, je pense qu'aucun homme politique n'a connu cela. Et ce que j'ai voulu décrire, c'est ce qu'une femme subit en politique et qu'un homme ne subit pas. Sans langue de bois, l'ancienne candidate à la présidentielle évoque également sa relation avec François Hollande et la violence de l'adultère. Comme tout le monde le sait maintenant, j'avais été cruellement trahie avant et pendant la campagne présidentielle de 2007 pour une femme de 10 ans plus jeune. Sur le terrain politique, Ségolène Royal n'épargne pas non plus son ancien compagnon et énumère les erreurs commises pendant le quinquennat de François Hollande, comme sur la loi travail, Pagaille maximum pour efficacité minimum, ou sur la hausse des impôts et la détaxation des heures supplémentaires. désinvolture et degré zéro de la politique. Elle a également des mots très durs à l'égard de l'actuel chef de l'État. Emmanuel Macron confond sans doute l'autorité et la juste autorité. Le mythe de l'homme seul, héritier des rois de France et de Napoléon, ne tient pas en démocratie. Et sur le thème de l'écologie, l'ancienne ministre de l'Environnement note avec inquiétude les nombreux reculs du gouvernement. Thierry Arnaud, pourquoi je dis Pour deux seules raisons. La première, je pense qu'elle avait à cœur, et c'est très clair quand on est le livre, de livrer un certain nombre de choses, de vérité de son point de vue, et de rétablir un contexte et de montrer combien ça avait été difficile d'être une femme politique et d'être Ségolène Royal tout au long du parcours que l'on connaît. Et puis je crois que la deuxième série de raisons tient à une démarche politique. Elle veut montrer quel était le sens de son engagement, être de gauche, être écologiste et être une femme en politique. Et évidemment, la dimension féministe de ce témoignage de Ségolène Royal est très importante. Vous restez
restez avec nous Thierry, autre revenant ce jour d'Halloween. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, il s'exprime dans la presse, très longue interview accordée au Point, sa première depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec qui il est, vous allez voir, plutôt indulgent. Tiffany Wilson. C'est le premier long entretien de Nicolas Sarkozy dans les médias depuis l'élection d'Emmanuel Macron. L'ancien chef de l'État, retiré de la vie politique, donne en détail sa vision du monde actuel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il refuse toute critique à l'égard de l'actuel président et se montre même plutôt clément. Je sais combien il est difficile de satisfaire toutes les attentes nées d'une élection. Je m'abstiendrai donc de le critiquer. J'observe d'ailleurs qu'en matière de critique, il semble servi. Donnons-lui le temps. Les Français s'exprimeront lors des prochaines échéances électorales. La seule chose que je souhaite, c'est le meilleur pour notre pays. Une indulgence apparente qui tranche avec les attaques quasi quotidiennes de son camp contre la politique du gouvernement. C'est pas un commentaire sur le thème « soutenez ou ne soutenez pas l'action du président ». Évidemment que non. Visiblement, il dit de lui-même que le président n'a pas de critiques, sous-entendu, on sait très bien que les critiques sont sur le fait que ces réformes ne marchent pas. Quant à son avenir en politique, Nicolas Sarkozy assure avoir tourné la page. Je savais dès le début que le pouvoir était une parenthèse dont on n'est pas propriétaire. Il y a tant de choses qui me passionnent que je n'ai pas besoin du pouvoir pour vivre. Il est tout à fait apaisé, pas du tout prêt à repartir en politique, en tout cas pour le moment, c'est-à-dire qu'avec Nicolas Sarkozy on n'est jamais sûr de rien, c'est ce que beaucoup de gens chez les Républicains disent aussi. L'ancien président conclut en assumant des erreurs, mais se dit sans amertume ni regret. Thierry Arnaud, cette indulgence, on peut l'expliquer comment? D'abord, c'est une indulgence relative, parce que lorsqu'on lit l'interview, on voit bien qu'en creux, il y a un certain nombre de critiques sur la façon dont Emmanuel Macron mène son action, même si ce ne sont pas des critiques explicites ou frontales. Je crois qu'il y a plusieurs raisons, et Nicolas Sarkozy, il est très attentif à la manière dont il communique, et il ne veut surtout pas accréditer l'idée qu'il est dans la politique politicienne, qu'il est dans la perspective d'un retour. Il veut surtout montrer qu'il continue de réfléchir aux grands problèmes du monde, et qu'il a une réflexion qui est active, avec un certain nombre de propositions sur la réforme des institutions internationales, sur la maîtrise des phénomènes démographiques, sur l'organisation du bassin méditerranéen, etc. Bref, qu'il reste un politique actif au sens de la réflexion, mais pas au sens de la présence dans une campagne électorale, par exemple. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que lorsqu'on discute de l'activité aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, qui est responsable du Parti Les Républicains, il y en a qui vous disent qu'ils sont convaincus que ce retrait de la vie politique active est définitif et que en aucun cas Nicolas Sarkozy ne reviendra. Puis il y en a d'autres qui vous disent qu'ils sont convaincus du contraire. Il entretient le flou. Merci Thierry pour ces explications. C'est un sondage et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Il porte sur le pouvoir d'achat et confirme l'inquiétude des Français. 3 sur 4 ont le sentiment qu'il s'est réduit ces derniers mois. 7 sur 10 estiment que la pression fiscale s'est accrue. Et près de 8 sur 10 pensent que le gouvernement ne pourra pas inverser la tendance. Anne-Soleil. Augmenter le pouvoir d'achat, c'est la promesse martelée par Emmanuel Macron et son gouvernement depuis le début du quinquennat, mais les Français se montrent sceptiques. Selon notre sondage, l'opinion en direct, 8 Français sur 10 ne font pas confiance à l'exécutif pour améliorer le pouvoir d'achat. Une défiance présente auprès de l'ensemble des électorats, y compris chez les sympathisants du chef de l'État. 3 quarts des Français estiment même que leur pouvoir d'achat s'est réduit au cours des derniers mois. 7% seulement de la population considère qu'il a augmenté, alors que pour 19% des personnes interrogées, le pouvoir d'achat est resté stable. Malgré la mobilisation gouvernementale, le discours en matière de baisse fiscale a du mal à passer. En effet, seuls 9% des Français ont le sentiment que la pression fiscale a diminué. A l'inverse, ils sont 71% à estimer que les impôts et les taxes à payer ont augmenté. Si on se penche sur la fiscalité verte du gouvernement, 88% des Français sont opposés à la hausse des taxes sur les carburants. Selon notre sondage, l'extension du dispositif de la prime à la conversion et le renforcement du malus pour les véhicules les plus polluants sont, eux, plutôt bien accueillis par l'opinion publique. L'actualité sociale et cette note d'espoir pour les 281 salariés d'Ascoval. Le seul projet de reprise de l'usine est jugé solide par le gouvernement qui promet de mettre la main au portefeuille pour sauver la scierie. Les employés du groupe se disent rassurés, mais attendent un accord définitif. L'État se donne 1 mois pour régler la question. Leslie Cadieux.
Une offre solide et un projet crédible et viable. C'est en ces termes que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a qualifié la proposition du groupe franco-belge Altifort pour la reprise de l'aciérie Ascoval. Nous allons donc jouer cette chance que représente l'offre d'Altifort en nous donnant jusqu'à début décembre pour que l'offre de crédible et solide puisse devenir une offre réaliste. À Saint-Saulve, devant l'usine, des bribes de cette réunion sont parvenues jusqu'aux oreilles des salariés. Beaucoup n'y croyaient plus à cette nouvelle et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Enfin, il va falloir du temps déjà pour réaliser, je pense que j'ai démarré déjà maintenant, mais il ne pas beaucoup. C'est une première bataille à gagner, la guerre n'est pas encore gagnée. En effet, pour certains, la méfiance est toujours de mise. C'est une offre, c'est quelque chose qui est valide, c'est une note positive. Mais le positif, ce sera la finalité quand on ne parlera plus de notre processus, quand on va démarrer avec des bases solides. Là, pour moi, c'est encore abstrait. Le PDG de l'entreprise attend lui des garanties de la part du repreneur. Il y a des choses à approfondir au niveau commercial, au niveau du financement. Il faut rendre plus de robustesse à ces engagements clients parce que voilà, ils viennent visiter, ils donnent des marques d'intérêt et puis il faut que le financement soit là. Réunis en assemblée générale en fin de journée, les salariés ont voté la reprise du travail dès lundi. Un témoignage glaçant à présent celui de Virginie Etel. Elle accuse Georges Tron de viol et d'agression sexuelle. En réunion, le maire de Draveil, ex-secrétaire d'État, dénonce un complot politique et pointe du doigt l'extrême droite locale. Cécile Henry. Virginie Etel, vêtue tout de noir, a raconté en larmes le viol commis par Georges Tron, dont elle explique avoir été victime en novembre 2009 après un déjeuner. Un récit jugé peu crédible par la défense de Georges Tron. Éric Dupond-Moretti a pointé les contradictions de ce récit. Vous donnez des détails d'une extrême précision. L'école en chef de Brigitte Bruel, l'adjointe de Georges Tron, présente à ce moment-là. Mais alors, le soir des faits présumés, vous oubliez une tentative de suicide. Lui a-t-il lancé avec vivacité. L'enquête a effectivement montré que le soir des faits présumés, les pompiers ont été appelés chez Virginie Etel pour une tentative de suicide, mais elle ne s'en souvenait pas. Pour Virginie Etel, il ne s'agit pas de contradiction, mais simplement l'ancienneté des faits l'empêche de se souvenir de tout ce qui s'est passé à cette période-là. Elle se dit satisfaite de sa déposition. Écoutez. Je suis ravie que cette journée soit terminée, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai relaté les faits et je ne peux pas vous dire mieux. Après ce que j'ai entendu, pas entendu, j'espère. Voilà, moi c'est ce que je dis depuis le début. J'ai au moins une chose que la défense n'a pas, c'est la vérité. Georges Tron maintient qu'il est innocent dans cette affaire. Ses avocats ont rappelé que tous les éléments matériels, selon eux, sont à décharge dans ce dossier. Reste 2 semaines de procès pour permettre aux jurés de se forger un avis dans cette affaire. Les débats reprendront lundi. À l'étranger, les yeux du monde braqués sur le Mexique et sur 2 caravanes d'environ 6000 personnes, des migrants d'Amérique centrale qui fuient la pauvreté et qui se dirigent vers la frontière qui sépare le pays des États-Unis. Bonsoir Julia Delage, vous êtes à El Paso, Texas, non loin de la frontière avec le Mexique.